Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau Labo des métiers. Donc le Labo des métiers de l'ENSIB, c'est un rendez-vous qui propose une rencontre avec un professionnel autour d'un sujet qui impacte l'évolution des bibliothèques. Voilà, donc je me présente rapidement, je suis Mathilde Larieux et je suis chargée pour l'ENSIB d'une mission prospective métiers et compétences. Voilà, avant de commencer, juste quelques petites règles techniques. On est ensemble pour 45 minutes. Comme ce webinaire est enregistré, vous verrez que vos caméras sont désactivées par défaut. Non, pardon, vos micros sont désactivés par défaut, vos caméras, elles, ne le sont pas. Par contre, je vous remercie de bien veiller à les couper si vous prenez la parole à l'oral à la fin lors du temps d'échange. Vous pouvez donc intervenir à l'oral en réactivant votre micro, toujours à la fin. Et si vous n'avez pas envie d'attendre le temps d'échange, vous pouvez tout au long de ce labo participer via le chat. Je relayerai vos questions ensuite, si vous préférez que je les relaie moi-même. Voilà, donc pour ce troisième épisode du Labo des métiers, nous allons nous intéresser au co-design et à ce que cette démarche peut apporter à nos projets en bibliothèque. Donc pour cela, j'ai invité Florence Colère. Bonjour Florence. Bonjour Mathilde. Donc je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes architecte de formation. Vous travaillez pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au sein de la mission Expertise Conseil, créée en 2014, qui est aujourd'hui devenue une mission prospective. Vous avez un rôle d'accompagnement et de conseil des établissements, ainsi que de formation et de prospective autour des questions d'architecture. Et à ce titre, vous avez conçu en 2020 un guide intitulé Espace universitaire, osons le co-design et le design thinking, qui est une véritable ressource pour ceux qui souhaitent se lancer dans des projets de co-design, mais on en parlera plus avant. Voilà, Florence, c'est à vous peut-être pour une présentation rapide de la démarche de co-design. Très bien, merci de me donner cette occasion de parler du co-design. Alors, je vais partager l'écran. La première slide. Dégager la bonne question pour parvenir aux bonnes réponses. En fait, c'est la première étape du co-design. Et c'est important parce qu'en fait, il arrive dans un projet de construction que, quelle que soit la qualité des intervenants qui vont se succéder, on arrive à un projet qui a raté sa cible. Parce que la question de départ, la commande de départ, a été mal formulée. Alors, je prends un exemple. Si on demande à un ingénieur ou un architecte de dessiner un pont, il va le faire avec le risque que ce pont soit peu, mal ou trop utilisé, parce qu'on ne se sera pas posé la bonne question qui, en l'occurrence, aura été relier les deux bords de la rivière, mais pourquoi faire? Et pourquoi faire? La question se pose. Est-ce que c'est pour prendre des nouvelles d'un parent, auquel cas le téléphone serait plus utile? Est-ce que c'est pour se balader sur la rivière, auquel cas une barque sera appropriée? Ou bien est-ce qu'il s'agit de secourir quelqu'un en détresse, auquel cas ça sera plutôt un hélicoptère? Donc on voit bien que la question du sens est primordiale. Et que pour poser cette question, eh bien, ce n'est pas toujours le cas dans une commande descendante verticale que ça se pose. Et le co-design est justement la première question qui se pose, c'est cette question de dégager la bonne question pour parvenir aux bonnes réponses. Alors, dans une démarche classique de construction à laquelle vous avez dû être tous confrontés, c'est une démarche linéaire dans laquelle se succède une série d'étapes avec une série d'experts. Et ça marche très bien quand on veut aller d'un point A à un point B avec un problème dont on connaît tous les tenants et aboutissants. En revanche, quand vous avez affaire à un problème complexe, quand vous ne connaissez pas la réponse à votre question, là, le processus design est intéressant parce que c'est une démarche centrée sur les usagers. C'est une démarche itérative qui va passer par plusieurs phases. Une phase
une première phase d'observation des pratiques des usagers, une première phase qui va servir à dégager quelle est la bonne problématique, ensuite une phase d'idéation, ce qui signifie des ateliers créatifs associant les usagers, et enfin une dernière phase de test et de prototypage qui va permettre de tester les scénarios qui auront été élaborés. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième slide, s'il veut bien. Donc, en fait, il y a 3 temps de sollicitation des usagers, 3 temps principaux, parce qu'en fait, une démarche de co-design, ça dépend où on place le curseur. Si vous êtes dans une démarche ultra participative, vous pouvez très bien associer les utilisateurs, les usagers plutôt, excusez-moi, les usagers, à tous les temps du process de conception, depuis le temps, le premier temps, jusqu'au temps de réalisation du projet et même au temps d'exploitation du projet. Ça, c'est pour une démarche qui serait totalement participative. En général, dans les projets que j'ai pu accompagner, il y a 3 temps privilégiés, qui est le premier temps, qui est un temps d'observation, d'immersion du prestataire, parce qu'en général, on fait appel à un prestataire qui va réunir des compétences à la fois de sociologue, anthropologue et d'architectes programmistes. Donc, en général, ce sont des groupements qui sont appelés à intervenir. Donc, le prestataire, dans un premier temps, il ne va pas demander leurs besoins aux usagers, il va les observer, observer ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils s'autorisent à faire, ce qu'ils ne s'autorisent pas à faire. Et à partir de là, il va dégager une problématique. Il va également les interviewer, faire des entretiens à la volée, des entretiens en mode plus directif. Donc, de ce premier temps d'écoute et d'observation, il identifie les enjeux et il problématise. Deuxième temps, qui est un temps de débat avec les usagers et les utilisateurs et les experts pour se projeter, imaginer des scénarios, inventer des solutions et passer des bonnes questions aux solutions. Donc, à l'issue de ce deuxième temps, le prestataire va fabriquer des scénarios, les prototyper, et dans un troisième temps, il va les proposer aux usagers de les tester. Alors, ces prototypes, ça peut être des maquettes grandeur échelle 1, donc échelle humaine. Ça peut être aussi des maquettes. Ça peut être des planches, des vues 3D des projets. Il y a toutes sortes de prototypes qui peuvent être réalisés. Mais dans un troisième temps, ce qui est important, c'est de recueillir l'avis des usagers pour pouvoir améliorer ces prototypes et ensuite en choisir un ou bien retourner pour en fabriquer d'autres jusqu'à temps qu'on arrive à un scénario qui satisfasse l'ensemble des usagers et qu'on puisse le réaliser. Donc, on voit qu'il y a ces 3 temps principaux d'association des usagers à la démarche. Enfin, les 6 bénéfices majeurs du co-design. Alors, parvenir aux bonnes questions, ben ça, je l'ai un peu détaillé précédemment, c'est essentiellement grâce à l'observation des pratiques des usagers. Je me souviens d'avoir eu le retour d'une conservatrice de bibliothèque qui m'expliquait qu'elle avait interrogé des étudiants sur s'ils ressentaient l'espace de manière agréable. Et en l'occurrence, elle a interrogé un étudiant qui était coincé sous une étagère, proche d'une prise, assis par terre, et il disait qu'il était effectivement très bien installé. Donc, l'usager n'a pas forcément un retour très objectif sur sa situation. Donc, c'est important qu'il y ait une phase d'observation au-delà du recueil, du ressenti qui est important, ce recueil des ressentis, mais il doit être assorti d'une immersion et d'une observation de la part d'un prestataire compétent. Ensuite, des échanges productifs entre acteurs. Bien là, c'est les acteurs qui sont réunis lors des ateliers, ça va être aussi bien des étudiants, des enseignants-chercheurs, des personnels, mais aussi des experts, hein, c'est-à-dire des personnes des services du numérique, du patrimoine, des marchés. Et toutes ces personnes, en fait, vont travailler en mode désiloté, c'est-à-dire que les acteurs métiers ne vont plus être chacun dans leur silo,
mais en toute absence de hiérarchie, ils vont être amenés à exposer leurs ressentis pour les uns, leurs contraintes pour les autres. Et donc, à partir de là, on va avoir des échanges qui vont être productifs puisqu'on va produire de l'intelligence collective. Donc, de ce fait, on aboutit à des projets qui sont négociés et pas imposés, puisqu'on n'est plus dans une démarche où la décision part d'en haut et elle se réalise par une bonne descente, si j'ose dire. Et en fait, là, on aboutit à des projets négociés puisque vous allez avoir des acteurs qui n'ont pas forcément des vues convergentes sur le projet, voire même divergentes, mais de ces frictions, c'est ce que j'appelle des frictions fructueuses, dans la mesure où ces frictions vont amener à, parce qu'ils sont embarqués dans le même projet, à aboutir à une négociation et un projet consensuel. Ensuite, ces projets négociés, ben, ça crée la satisfaction de l'équipe qui a été embarquée dans cette démarche de co-design, mais comme les usagers ne sont pas représentatifs que d'eux-mêmes, on aboutit à une satisfaction plus globale qui est la satisfaction des usagers en général et des équipes de l'établissement. Et puis, quand même, ce qui est quand même visé, c'est d'aboutir au final à des espaces qui sont moins coûteux en termes financiers, parce que les étudiants sont beaucoup moins technophiles qu'on le croit, et ils ne souhaitent pas avoir des écrans partout. On aboutit à des espaces personnalisés dans la mesure où on quitte la sphère des espaces banalisés pour aboutir à des espaces où la créativité de chacun a pu s'exprimer, et des espaces mieux appropriés puisqu'ils ont été faits par les usagers et plus seulement pour eux, sans passer par eux. Donc, on voit qu'au final, on est gagnant, sachant quand même qu'il y aura des bémols que j'évoquerai par la suite, c'est que cette démarche est plus longue, dans la mesure où tout ce temps qu'on a pris pour associer les usagers, c'est du temps qui s'ajoute au temps précédemment, au temps habituel linéaire, mais ce temps, il est gagné au final, parce que c'est du temps, en général, un projet qui a été fait sans les usagers, il va impliquer un temps d'adaptation pour le mettre une fois qu'il est livré, le projet n'étant pas totalement adapté, il y a un temps de réadaptation qui est nécessaire, voire un temps où il est dégradé parce qu'il n'est pas compris. Et donc tout ce temps-là qui est perdu, mais qui n'est jamais comptabilisé dans le temps effectif d'un projet, ce temps-là, il est gagné. Mais ce temps-là, il doit être injecté dans le projet. Donc c'est une démarche qui dure plus longtemps. Voilà, je crois. Ah oui, j'ai oublié le dernier slide qui est important. Pour vous aider, le guide dont parlait Mathilde, le guide sur le co-design des espaces universitaires qui est sorti en 2020 et qui tire parti de 10 expériences de co-design et design thinking en milieu universitaire, dont 3 au sein de bibliothèques. Et enfin, la plateforme sur les lieux d'innovation au sein de l'enseignement supérieur. Cette plateforme recense tous les espaces qui ont émergé ces 10 dernières années, que ce soit les Learning Labs, Learning Center, les Fab Labs, les espaces de coworking, tous les espaces où il y a de l'innovation pédagogique et de l'innovation des pratiques, l'innovation en termes d'usage. Et ça, vous pouvez contribuer vous pouvez contribuer avec vos espaces. Et puis surtout, vous pouvez aussi vous inspirer de ce qui a été fait sans avoir besoin de recommencer un projet de zéro, puisque là, cette plateforme recense aussi bien des surfaces, des coûts, mais aussi des pratiques, c'est-à-dire que vous pouvez très bien trouver quels sont les espaces qui ont été co-designés à travers cette plateforme. À l'heure actuelle, il y a 250 espaces environ, et évidemment, c'est une plateforme contributive qui est amenée à grandir grâce aux contributions de chacun. Donc, contribuez si vous pouvez le faire. Voilà, j'ai fini avec, et là, dernière slide, des liens que Mathilde vous enverra avec d'autres liens encore. Donc, j'arrête le partage d'écran. Hop. Merci Florence. Pour commencer, je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez nous décrire un projet de transformation que vous avez accompagné et qui vous aurait particulièrement marqué?
Oui, je me souviens, c'était tout au début de mon, le guide n'était pas encore publié. J'ai accompagné une école d'ingénieurs qui m'avait sollicité pour créer un espace qui soit à la fois un espace de convivialité et un espace où les étudiants montreraient leurs projets auprès des entreprises. Ils n'avaient pas trop de difficultés sur la partie entrepreneuriale du projet, mais la convivialité, le directeur de patrimoine m'avait tout de suite dit, pour moi, la convivialité, ça sera un distributeur de boissons. Et c'est là que je leur avais proposé de s'engager dans une démarche de co-design parce que j'imaginais que la convivialité, ça pouvait être autre chose si on mettait autour d'une table étudiants, le directeur du patrimoine, mais aussi enseignants, etc. Et lors des ateliers de workshop créatifs, effectivement, je me suis retrouvée à une table avec un étudiant et le directeur du patrimoine. Et là, c'est engagé un dialogue vraiment très frictionnel. Parce que l'étudiant a tout de suite sorti son smartphone en montrant une cuisine collective ouverte. Et le directeur du patrimoine a dit: «Mais non, mais ça, c'est hors de question, vu dans l'état dans lequel est le bureau de vie des étudiants, c'est pas possible, le foyer plutôt.» Mais à force de discuter, ils sont arrivés au fait que, à partir du moment où il y aurait une charte d'entretien de cet espace, eh bien, une cuisine collective était tout à fait envisageable et donc c'est ce qui s'est passé. La conception d'un espace qui satisfaisait la demande des personnels et parce que c'était pas simplement la demande des étudiants, c'était aussi la demande des personnels d'avoir un espace ouvert mais par contre, avec une chance d'entretien qui associerait étudiants, personnel enseignants, et cetera et puis aussi les designers ont proposé de tracer au sol une configuration stable de positionnement des fauteuils, et cetera, pour que le mobilier soit remis en ordre à chaque fois. Donc on voit là, dans cet exemple, que, on est sorti des silos, on a abouti à un projet négocié et au final, à la satisfaction de tous. Donc c'était vraiment un projet, je trouvais très enrichissant parce que si on avait été dans une démarche habituelle, on aurait eu un distributeur de boissons dans une pièce, voilà. Ce qui est quand même un peu triste. Est-ce que vous pouvez nous dire, si jamais on est en charge d'une équipe, en charge d'un projet, comment on fait concrètement pour initier une démarche de co-design? Quelles sont les différentes étapes? Oui, alors les différentes étapes, il y a d'abord un préalable, c'est qu'il faut accepter que l'usager soit au cœur de la démarche. Et donc que la démarche va être inconfortable. Parce que en fait, une démarche de co-design, on sait d'où on part, mais on ne sait pas forcément où on va arriver. Et c'est ça aussi l'intérêt, mais c'est ça aussi l'inconfort. Donc ça, c'est bien et qu'un usager, bah, c'est pas quelqu'un qu'on contrôle, donc il faut accepter tout ce qui peut être, éruptif dans la démarche. Une fois qu'on a accepté ça, il y a 2 préalables. Il faut absolument avoir le soutien de la gouvernance, si c'est pas la gouvernance qui est à l'origine de la démarche de co-design et ensuite, il faut bien impliquer la direction de la communication. Parce que cette démarche va avoir besoin de relais de communication à toutes les étapes. La première étape étant de «recruter» entre guillemets des étudiants, des enseignants-chercheurs, des personnels et ça n'est pas facile, de faire adhérer des enseignants dont le métier est de former les étudiants et pas de se lancer dans des démarches participatives à ce genre de démarche. Donc la communication est très importante. Ensuite, une fois qu'on a réuni ces préalables, il faut s'assurer de l'adhésion de toutes les parties prenantes. Alors, ça va être par une préparation en amont avec elles, ça va être par une composition diversifiée de l'équipe projet, et également des acteurs qu'on va réunir lors de ces ateliers d'idéation et aussi par la désignation d'un chef, de l'équipe projet. C'est-à-dire qu'il faut choisir une personne qui aura le temps de mener ce projet à bien, en plus de ses activités professionnelles. Donc il faut pas se méprendre sur le temps que ça va prendre pour le chef de l'équipe projet. Ensuite, il va falloir pouvoir mobiliser les usagers dans la durée.
bien choisir les prestataires. Comme je vous l'ai dit précédemment, les prestataires, on va pas trouver un mouton à 5 pattes qui sera à la fois sociologue et architecte, donc ce sera plutôt un groupement de compétences. Et ensuite, prévoir une durée suffisante pour mener la démarche, sachant que la démarche, une année universitaire, c'est court. Donc, il faut, si on veut qu'elle dure dans cette année universitaire, il faut prendre son élan en démarrant avant le mois d'octobre, un certain nombre de préalables, ou bien accepter que la démarche va durer sur une année et demie ou 2 ans. Voilà. Mais cette durée aura du mal à tenir dans l'année universitaire, stricto sensu. Vous parlez de l'importance d'associer la direction de la communication et vous soulignez éventuellement les difficultés à mobiliser. Est-ce que vous pouvez nous confier des leviers pour favoriser cette participation? Oui, alors, les leviers, il y a le fait de passer par les associations étudiantes pour recruter des étudiants. Il y a le fait de faire un premier atelier là où là où il y a un événement étudiant, donc ça permet de faire un, entre guillemets, «un recrutement sur place». Bien sûr, le mailing via les secrétariats pédagogiques. Ça peut être aussi, et ça je l'ai vu dans une université, il y avait un cursus pédagogique qui faisait qu'il y avait des ECTS, des étudiants qu'ils gagnaient en pratiquant cette démarche. Donc la démarche était inscrite dans un NCU. Il y a les réseaux sociaux, mais ça c'est à voir avec, à user avec modération. Et puis ce que m'avaient rapporté deux universités qui s'étaient lancées dans cette démarche de co-design et qui, sans se concerter, avaient choisi le même médium, c'était, l'affichage dans les toilettes, qui sont le lieu, fréquenté par tous. Et là, il y avait un taux de réponse, assez, efficace, on va dire. Après ça, il y a évidemment aller à la rencontre des usagers par, des entretiens à la volée dans les couloirs, dans les halls, voilà. Mais ça demande, d'user de plusieurs outils. D'accord. Au vu de votre, des projets que vous avez accompagnés, est-ce que vous diriez que les bibliothèques présentent un terreau favorable pour mettre en œuvre une démarche de co-design? Oui, tout à fait. Pour moi, les bibliothèques sont vraiment à la pointe de l'immobilier universitaire, dans la mesure où elles ont été en demeure, elles ont été mises en demeure de se réinventer, il y a une quinzaine d'années avec la désaffection du livre. Heu, Elles se sont aperçues qu'en fait, les étudiants n'étaient plus tellement demandeurs de ressources, papier, mais plutôt d'espace de travail. Et à partir de là, elles ont développé des tas d'espaces, pour les étudiants, des espaces de travail collaboratifs, mais aussi des espaces de sieste, mais aussi des espaces de convivialité, en plus des espaces de travail, hein, enfin des espaces traditionnels de travail, on va dire, des espaces de travail silencieux, et cetera. Et donc, elles ont fait tout ce travail de création d'espace en interrogeant les usagers des bibliothèques, en les observant. Il y a des démarches UX, hein, des démarches centrées sur les utilisateurs, donc elles sont tout à fait, prêtes à faire du co-design. Elles en font déjà. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est d'ailleurs à partir d'un groupe de conservateurs de bibliothèques que la plateforme des lieux inspirants a été testée. Parce que c'était très important de s'appuyer sur leur expérience, en termes d'espace. Donc oui, 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 la réponse est 10 fois oui. Je me demandais, quand on porte un projet de co-design, qu'on est chef de projet, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne sont pas embarqués, qui ne sont pas convaincus par la démarche? Alors surtout, il faut pas se dire: «Bon, celui-là, il est vraiment contre, donc je vais faire la démarche en me passant de lui, parce qu'il va me ralentir, parce qu'il va m'énerver, parce que voilà». Au contraire, à partir du moment où la personne et veut participer au projet, mais elle peut être contre le projet, mais elle veut bien faire partie de la démarche de co-design. Donc à partir de ce moment-là, elle peut intégrer un atelier et à partir du moment où elle va se retrouver confrontée avec d'autres personnes qui ont des avis
divergent, mais argumenté, comme le sien est argumenté d'ailleurs, elle va pouvoir elle va pouvoir voir que avoir des arguments qui vont à l'encontre des siens. Elle va pouvoir dialoguer. Et c'est ce que j'appelle les frictions fructueuses, c'est-à-dire que ça va être éruptif, mais après la phase d'éruption, il va y avoir un dialogue qui va générer ce projet négocié dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est très intéressant d'avoir des personnes qui sont contre parce que ça va permettre un dialogue plus consistant de se créer. Mais ça demande de l'énergie quand même, hein. Faut pas croire que c'est facile et agréable. Et pour rester dans les, comment dire, dans les situations un peu complexes, est-ce que c'est possible de mener une démarche de co-design quand on a à l'origine des situations de travail conflictuelles, notamment autour du projet que l'on souhaite voir accompagné dans le cadre d'une démarche de co-design? Quand les équipes sont en conflit, est-ce qu'on peut quand même mettre en œuvre une démarche de co-design? Alors, si elles sont en conflit, moi j'ai vu, par exemple, dans une université où les équipes étaient en conflit il fallait transformer tout ce qui était service à l'étudiant et il y avait un manque d'espace et il fallait prendre de l'espace il y avait le service des bibliothèques, le service des sports, le service, enfin tous les guichets de l'étudiant étaient concernés et il fallait remanier les espaces en prenant de l'espace à l'un et à l'autre. Donc il y avait des conflits territoriaux très forts. La première étape, la première démarche qu'avait fait la directrice du patrimoine avait été de faire une programmation classique en interrogeant tous ces services et au final, ils s'étaient mis d'accord: «OK, on va se délester de tant de mètres carrés, nin Arrive le moment où on passe à la réalisation du projet et là, patatras, bah non, ils étaient plus d'ac ils revenaient sur ce qu'ils avaient dit, c'était niet. Donc là, elle a elle s'est dit elle allait changer de démarche. Elle s'est lancée dans une démarche de co-design avec ces mêmes acteurs qui étaient en conflit et à partir du moment où ils ont été réunis, ils n'ont plus pu, heu, ils ont été pris dans une démarche de co-construction. Donc ils étaient plus dans une démarche de revendication de pré-carré avec, voilà. Donc moi, j'ai assisté à du dénouement justement de situations conflictuelles par le co-design. Alors après, il faut mesurer que les degrés de conflit, c'est pas non plus une baguette magique, hein, donc faut mais ça sert aussi à ça. Ça sert à résoudre les conflits qui ne peuvent pas être résolus par des démarches classiques. Mmh. Est-ce que, donc si on est toujours chef de projet, qu'on souhaite se lancer dans une démarche de co-design, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de se former avant de se lancer, ou est-ce que tout du moins de s'acculturer à la démarche c'est suffisant? Voilà, quel degré en fait de développement des compétences avant de se lancer? Ouais, je pense que s'acculturer, c'est naturel parce que quand on se lance dans ce genre de démarche, c'est pas on a une curiosité pour la démarche, donc on va être amené à lire, un certain nombre de documents. Il y a pas mal de guides qui sont sortis sur le design thinking en bibliothèque. Alors, le design thinking, c'est pas le co-design, c'est comment une équipe se met en mode projet, comme une équipe au sein de la bibliothèque, donc une équipe utilisateur va se mettre en mode projet pour se mettre à la place des usagers pour concevoir un projet. Donc sur ce sujet-là, vous avez pas mal de guides qui sont sortis, dont Mathilde pourra donner les références. Suivre une formation, pas nécessairement, mais ça et acculturation certainement et puis choisir les bons prestataires. Parce que c'est le prestataire qui va faire le job de l'immersion, observation, atelier, scénario. Donc là, il faut être, faut pas se planter dans le choix des prestataires. Et puis aller regarder des réalisations qui ont été faites en co-design. D'où l'intérêt de la plateforme, parce que là, comme vous avez un certain nombre un certain nombre d'espaces co-designés, vous allez contacter les personnes qui l'ont fait et avoir un retour sur leur expérience. Donc c'est pas mal quand même au préalable de voir qui a fait quoi et de un peu creuser, d'autres exemples.
Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous dites, Florence, je cite simplement que lors des journées professionnelles de l'ADBU, Tout à fait. dédiées à l'UX Design, donc l'association des directeurs de bibliothèques universitaires, la fin de la journée était proposée par Julia Willem, et qui donc citait l'intérêt de ne pas hésiter également à se former auprès d'autres associations que des associations de bibliothécaires. Et elle citait D'accord. donc la FLUPA, qui est une association professionnelle dédiée à l'UX design, voilà, qui organise les UX Days qui sont payants. Mais voilà, pas hésiter également à sortir de son champ professionnel. D'accord. Et d'ailleurs, à ce sujet, l'AMU, donc l'Agence de mutualisation des universités, organise pour la deuxième année une formation sur le co-design d'espaces universitaires. Il y aura 2 jours, les 15 et 16 janvier prochains, et une troisième journée qui sera le 12 mars. C'est une formation qui est faite avec une programmiste spécialiste de co-design et 2 directeurs de patrimoine d'université qui l'ont pratiqué. Et comme le disait Cécile, les Learning Labs organisent des learning expéditions sur le co-design. Donc, il y a plusieurs chemins intéressants pour se former. Le temps passe et il est temps à présent de vous laisser la parole. Est-ce que voilà, du côté des participants à ce labo, vous avez des questions à poser à Florence, des remarques, des retours d'expérience? Euh, voilà. C'est pas forcément facile de prendre la parole, donc n'hésitez pas à utiliser le chat si vous y êtes plus à l'aise. Je crois qu'il y a des questions dans le chat. Alors, j'ai une main levée. Oui, Olivia Rollin, si vous en prie. Oui, alors attendez, je vais remettre ma caméra. Bonjour, merci beaucoup pour cette, présentation. C'était vraiment, très riche. Ça m'a permis aussi de découvrir pas mal de documentation que j'avais pas en tête. Donc je m'intéresse pas mal aux espaces d'apprentissage et je suis aussi ingénieure pédagogique et du coup, j'ai un peu creusé cette question et je me demandais par rapport à la démarche que vous mettez en place au niveau co-design, est-ce que vous vous intéressez à tout ce qui est nudge design aussi? Et si oui, comment est-ce que vous l'associez en fait à ces démarches de co-design? Alors, le nudge, je connais, je l'ai pas associé. D'accord. Je ne l'ai pas associé. Vous trouverez tous la DITP, la direction pour la transformation Un publique, ministère. est très férue de nudge et aussi de design thinking et de co-design. Donc là, vous trouverez des éléments, mais j'ai pas forcément vu jusqu'à présent l'articulation entre les deux. Donc c'est une question intéressante à poser à la DITP. D'accord, je travaille avec eux en plus, donc effectivement, c'est intéressant. Et j'avais une autre question si, juste qui est un peu différente. Je me demandais au niveau des universités, d'où viennent les financements justement en fait enfin, à partir du moment où on a eu l'idée, où on souhaiterait aménager ces espaces, comment en fait au niveau financement, on obtient les financements nécessaires? Ben ça, c'est très variable. Soit le patrimoine, la direction du patrimoine a décidé de rénover, par exemple, c'était le cas à Paris 8. Ils avaient budgété la rénovation de tout leur hall qui datait des années 70-80, donc il y avait vraiment besoin d'être rénové. Donc, il y avait ce budget-là, et au lieu de le faire en démarche classique, ils ont commencé à le faire en démarche classique, et quand ils sont aperçus à la livraison que les étudiants leur disaient, mais vous avez juste oublié les prises, hein, donc c'est sympa, les bancs, tout ça, mais bon, c'est pas très utile. Donc là, ils se sont dit, on va changer. Et donc, ce même budget, ils l'ont alloué et ils ont dédié une partie du budget à à la prestation de co-design qui était, au vu de l'ensemble de la masse de réhabilitation, c'était l'épaisseur du trait, quoi. D'accord, OK, super. Je vous remercie. Je vais lire une question du chat qui concerne les cahiers des charges. Donc, qui dit prestataire dit consultation, voire marché. Est-ce qu'il existe des exemples de cahiers des charges? Et sinon, quels sont les points incontournables à indiquer dans ce cahier des charges? Oui, eh bien, écoutez, tout à fait. Alors, vous pouvez avoir un mode de consultation plus ou moins légère, plus ou moins. Soit vous êtes très précis dans tout ce que vous voulez, tout ce que vous attendez, donc ça vous donne un cahier des charges qui est très détaillé.
soit vous pouvez le faire de manière plus légère. Pour ça, je pourrais vous renvoyer sur la formation qui va être faite en janvier, parce que vous aurez justement ces 2 directeurs de patrimoine qui ont opté pour des cahiers des charges très différents et qui décrivent l'intérêt et l'inconvénient de chacune des formules, la formule légère et la formule plus précise. Et par ailleurs, je vais vous dire autre chose sur le cahier des charges. Donc c'était ça. Ça me reviendra. J'ai, attends. Juste à ce sujet, puisqu'on parle cahier des charges et coûts, je précise simplement qu'à la fin du guide que vous avez conçu, Florence, ce sont un ensemble de fiches techniques qui détaillent en fait le budget, l'association ou non d'un prestataire extérieur, le calendrier pour différents projets menés ou non en bibliothèque. C'est peut-être ça que Oui, tout à fait. Et puis ce que j'oubliais qui était important, c'est que sur la plateforme des lieux inspirants, une des questions qu'on a posées à chaque personne qui contribue, c'est êtes-vous prêt à partager votre cahier des charges? Et il y en a un bon nombre d'entre eux qui sont prêts à partager leur cahier des charges. Et du coup, ça donne une ressource importante parce que c'est vrai que établir un cahier des charges, c'est compliqué. Si vous en avez jamais fait, il faut vraiment s'appuyer sur des exemples déjà faits et les interlocuteurs qui acceptent de partager leur cahier des charges, évidemment, vous le donneront. Et à partir de là, vous pourrez voir quelle est la meilleure modalité à adopter. Est-ce que d'autres mains se lèvent? Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Juste, je me permets, Cécile Garcia. J'ai fait dire effectivement étayer, j'avais mis quelque chose dans le chat. Merci Florence d'avoir repris l'information. Oui, effectivement, pour ceux qui veulent aller voir des espaces, le réseau, comme je disais, Learning Lab Network organise via des référents en région des visites auprès d'espaces d'établissements adhérents où on va retrouver des espaces qui sont dans la plateforme des lieux inspirants, justement, voilà. Donc, c'est un travail en concertation parce qu'il y a, voilà, il y a le visuel qu'on peut retrouver au travers, effectivement, de la plateforme. Et puis, ensuite, on peut aller aussi échanger de visu avec des personnes qui ont, voilà, mené ces expériences de co-design et voir ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Et parfois, c'est vrai que rencontrer les personnes permet voilà, d'avoir des réponses aux questions voilà, assez rapidement. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à se rapprocher, à consulter aussi voilà, le référent en région, voilà, que Florence connaît bien aussi, qui pourront être ajoutés dans les liens qui seront donnés peut-être. Oui, ça sera bien de le rajouter dans les liens. C'est vrai que la plateforme des lieux inspirants, elle s'est construite sur 2 groupes. Le réseau des Learning Labs et une partie des conservateurs de bibliothèques, parce que les Learning Labs sont aussi très pionniers en termes de transformation d'espace et de création d'espace. Donc c'est vrai et ils seront tout à fait OK pour partager leur cahier des charges et leur expérience. Donc merci Cécile de cette contribution. De rien, merci. Il y avait une question dans le chat qui est apparue. Faut-il se fixer un rythme pour ne pas perdre les usagers et ou les compétences collaboratives? Alors, les usagers, vous allez en perdre en cours de route parce que si la démarche dure au-delà de l'année universitaire et que les étudiants ne sont pas fidélisés par le fait d'obtenir des ECTS et que c'est sur leur bonne volonté, vous allez en perdre, mais c'est pas très grave parce que les étudiants vont être remplacés par d'autres. L'important, c'est qu'il y ait des étudiants. Si c'est pas les mêmes, c'est pas très grave parce qu'ils sont représentatifs des étudiants. Donc voilà. Par contre, si vous avez dans le groupe des sachants comme le service, il faut que si le service du patrimoine, la personne qui est là part, elle soit qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne. Peu importe les personnes, il faut quand même que les compétences soient représentées au niveau des experts qui sont réunis. Parce que sinon, vous allez perdre en qualité du projet.
Mais ça, vous n'aurez pas forcément les mêmes personnes sur toute la durée, ça c'est sûr. Et il faut l'accepter, parce que sinon on perd de l'énergie à vouloir absolument les retenir. Peut-être en attendant une autre question, et n'hésitez vraiment pas, mais vu que le temps est compté, j'y vais. Je me demandais, est-ce qu'on co-design autrement, Florence, ou est-ce qu'on co-design davantage en dehors de la France? Oui, dans les pays nordiques, Danemark, Finlande, ils poussent la participation très très loin. Et c'est là où on peut parler de design participatif, ou de co-design, mais vraiment dans son acceptation la plus large. Par exemple, une bibliothèque comme Oodi à Helsinki, qui est une bibliothèque municipale, elle a vraiment été conçue à partir des ressentis des usagers. Ils avaient au départ un arbre à rêve sur lequel ils pouvaient accrocher euh, à- au moment où le projet n'existait pas, hein. Donc les architectes avaient été choisis, mais ils avaient choisi avec la ville avait choisi ces architectes parce qu'ils étaient aptes à lancer une démarche de co-design. Et donc, sur un arbre à rêve, tous les habitants déposaient leurs rêves et la bibliothèque s'est construite autour de ces rêves. Donc, elle inclut aussi bien des studios de musique pour que on puisse s'enregistrer si on veut, si on a des velléités de faire un groupe de musique, que des ateliers de couture, qu'une partie garderie, qu'une partie café. Enfin, c'est un lieu très, très, très multiple où même les habitants viennent, parce que comme la bibliothèque est proche de la gare, emprunter un bouquin avant de prendre un train. C'est vraiment un lieu enthousiasmant. Franchement, si vous savez pas quoi faire cet été, allez à Helsinki, sachant que l'été, c'est le mois de juillet, hein. Le mois d'août, c'est fini déjà. Il y a une autre bibliothèque à Aarhus, au Danemark, qui a été conçue sur le même principe. Vous avez d'autres bibliothèques. Vous avez d'autres bibliothèques qui ont été conçues sur ce même principe. Je les retrouve. Que je ne connais, que je ne suis pas, je n'ai pas été voir. Et à Montréal, les Québécois sont très férus de co-design et design thinking. Donc là, on n'est pas au nord, on est au Canada, à Cambridge également, en Suède, à Malmö. Donc on a toute une série de pays qui se lancent. Je disais les pays nordiques en premier parce que c'est aussi dans leur conscience politique de solliciter fréquemment les habitants sur des décisions à prendre. Donc la dimension participative n'est pas simplement dans les projets de construction, elle est dans les décisions. Donc c'est une culture, on va dire. Une culture qui n'est pas forcément la nôtre, pour le dire brièvement. Merci. Est-ce que vous avez, peut-être, on peut prendre une dernière question avant Il y de avait faire un petit Cécile tableau. Bénard, il n'y a pas le son. Bonjour, bonjour à tous. Je suis un petit peu infiltrée dans ce groupe puisque moi je suis plutôt du côté prestataire, ancienne bibliothécaire. Maintenant, je suis de la partie conseil aux collectivités et je voulais simplement faire un petit commentaire sur la dernière intervention que vous venez de faire, qui est que effectivement une des problématiques, et ça fait le lien avec la question sur le cahier des charges, et que sur cette culture de co-design en France, on a effectivement un petit peu plus de mal. Donc, simplement pour vous donner un accès de facilitation de futurs projets, sachez que pour nous, prestataires, qui pouvons avoir justement à mener la mise en place d'un groupement, ça nous prend du temps. Ça nous prend du temps, c'est extrêmement chronophage et parfois compliqué pour s'adapter au mieux au projet. Donc, sur le cahier des charges, une des petites astuces, c'est de ne pas mettre un délai de réponse, par exemple, au marché qui soit trop court, de façon à ce qu'on ait le temps, nous, de s'adapter au projet et de pouvoir voir ce qu'on peut proposer comme groupement le plus adapté. Ça, c'est une première chose. Et en termes de temps, effectivement, c'est souvent une difficulté qu'on peut avoir, nous, en tant que prestataire, c'est que le temps de la gouvernance est souvent très restreint et que un certain nombre
de décisionnaires ouvrent de grands yeux quand on leur dit: «Oui, super, mais il va falloir 8 mois avant de commencer à proposer, le moindre schéma, la moindre proposition, la moindre». Voilà, donc si vous, en tant que porteur de projet, vous pouvez, faire entendre ce que vous avez très bien dit en début d'intervention, qui est que c'est du temps gagné à la fin, c'est vraiment, ça fait partie dans la co-construction, il y a aussi la co-construction, j'allais dire avec, les personnes qui vont accompagner le projet de l'extérieur. Qu'on se retrouve pas parce qu'on est quelquefois, nous, un tout petit peu frustrés de dire: «Bah, oui, on adorerait faire ça, mais on a, 2 ateliers de 2 heures et et on peut rien faire, en fait». Voilà, tout simplement. C'était simplement cette petite, intervention pour, compléter sur le cahier des charges et sur la culture, française qui doit sans doute encore, gagner un petit peu en évolution à ce niveau-là. Merci. Merci. Bon, le temps passe vite, il est déjà temps de nous quitter. Je voulais donc vous remercier à toutes et tous pour votre présence. Merci Florence pour votre participation à ce labo. Et je vous donne rendez-vous le 16 janvier pour le prochain labo des métiers qui abordera les enjeux d'une bibliothèque plus inclusive en prenant pour point de départ des ateliers de médiation animale à la BU Santé de Lorraine. Voilà, et je vous enverrai à tous les différents liens que nous avons pu citer pendant ce labo. Merci beaucoup. Merci Mathilde et merci à tous et toutes pour votre intérêt. Et bonne suite si vous vous lancez dans cette aventure. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir.